Je m'appelle Constante Mouton, je travaille pour Triora. Nous soutenons d'ailleurs l'événement ici. Je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui, dans le cadre de cet événement de l'ICAD. Ça va, vous m'entendez bien? Bon, c'est toujours difficile pour moi de me rapprocher, de m'éloigner du micro, je ne sais jamais. Nous avons également participé à l'événement qui a été organisé à Londres, c'était exceptionnel. C'est un plaisir pour moi d'ailleurs d'être ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la comorbidité et de l'éléphant dans la pièce. Ça coïncide d'ailleurs avec la présentation de Christophe. Allons-y. Bon, je n'ai rien à vous divulguer. Alors, on va aborder les définitions, la terminologie. Alors, il est important que l'on parle la même langue. Ensuite, on va parler de l'épidémiologie. Quelle est la taille de cet éléphant? Est-ce que l'on exagère la situation? Ensuite, on va expliquer pourquoi cela survient. C'est un peu, encore une fois, l'histoire de la poule et de l'œuf. Ensuite, on va se pencher sur ce qu'il adviendra si l'on ne traite pas ces problèmes. Je vais expliquer brièvement comment ça peut être traité et les résultats de ce traitement. Je vais vous donner un exemple tout au long de ma présentation qui reviendra 5-6 fois. C'est un cas réel, je l'ai anonymisé bien entendu. On parle de TDAH. En effet, nous faisons des recherches sur le TDAH chez nous. On en traite beaucoup. Et c'est toujours bon d'en parler un petit peu. Donc j'utilise dans le fil rouge, si vous voulez, de mon discours, pour donner un exemple de comorbidité. Alors, la définition, les définitions. Premier terme, un trouble ou diagnostic double. Ça implique une maladie mentale et une consommation, un abus de substances qui surviennent en même temps chez la même personne. Alors parfois, dans certains pays, on parle de troubles doubles, de troubles duo, de diagnostic. Alors, il y a déjà un problème dans la définition parce qu'on parle d'abus de substances, on ne parle pas d'assuétude. On oublie donc les autres assuétudes, les autres addictions. Cela implique qu'une maladie mentale diffère d'une addiction, comme si l'addiction ne survenait pas dans le cerveau. Donc ce n'est peut-être pas tout à fait juste. La comorbidité, c'est peut-être un peu plus juste, car il est alors question de 2 troubles qui surviennent en même temps, plus que 2 troubles ou bien. Christophe a déjà parlé de la famille, des problèmes de relations. Il y a tant de choses qui surviennent qu'il est difficile de tout reprendre dans une définition pour refléter la complexité de la situation. Il y a quelques années, on pensait que l'on traitait l'addiction, que c'est tellement large que c'est difficile de reprendre ça dans une définition. Alors, j'ai peut-être une petite suggestion. Il faudrait établir une nouvelle définition et reprendre l'idée de comorbidité avec une addiction, plus la maladie mentale et des problèmes psychosociaux. La comorbidité, c'est assez bien connu comme définition, donc je vais respecter cette définition. Et je vais vous présenter maintenant le cas de cette patiente. Allons-y. Madame X. On l'a traitée chez nous, 29 ans, femme, asiatique, étudiante universitaire, habitante de La Haye. Elle avait des pensées suicidaires. Elle ne voulait pas vivre après 36 ans. Elle avait pourtant 39 ans à l'époque. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle ne voulait plus de sa vie à cette époque. Elle avait vraiment une humeur labile, elle ne dormait pas bien, elle ne se concentrait pas bien, elle était facilement distraite, avait beaucoup d'émotions, des attaques de panique aussi, et quand elle devait passer des examens. Elle consommait de l'alcool tous les jours pour se calmer et buvait du café le matin avant d'aller au cours. Elle buvait du café donc pour se réveiller, pour être alerte.
ce n'était pas suffisant. Et donc, en fin de compte, elle mangeait, vraiment, elle mangeait des cuillères de café. Et puis le soir, elle buvait 2 verres de vin blanc pour se calmer. Elle ne percevait pas ça comme un problème d'addiction, en fait. C'était pour elle un moyen de gérer ses symptômes. Elle s'est diagnostiquée un trouble de la personnalité borderline parce qu'elle avait des pensées suicidaires et elle présentait un trouble de panique et de la dépression. Elle m'a demandé de l'aider donc. Donc n'oubliez pas ce cas, on va y revenir. L'épidémiologie. De quoi est-il question? Ce problème est-il si grave? Oui, c'est grave. Christophe en a également parlé. Cela dépend de la personne à qui l'on pose la question aussi, parce que la définition varie, les recherches varient aussi. Mais bon, la prévalence de maladies mentales tout au long de la vie est de 42,7%. Il y aura un problème dans 42,7% des cas à un moment de la vie. La prévalence d'un trouble lié à la consommation de substances, 19,1%. Prévalence de troubles de l'humeur, 20,1%. Prévalence de troubles d'anxiété, 19,6%. ADHD, TDAH 9,2, ça dépend si on demande à des enfants ou à des adultes, et SUD, et maladie mentale grave, de 40 à 60%. Alors les patients traités dans des unités de traitement de la suétude avec une maladie mentale, 60 à 80% auront une maladie mentale, grave ou pas. Ils auront quelque chose. Quelques chiffres intéressants. Les schizophrènes qui souffrent de troubles de consommation de substances, SUD, 47%. Bipolaires avec SUD, 52 à 56%. TDAH, environ 25%. Anxiété et consommation de substances, 35%. Troubles de stress post-traumatique, énormément, très traumatique. 22 à 43%, et troubles de la personnalité, donc personnalité borderline, etc., 44%. Comme on peut le constater dans l'épidémiologie, donc, environ toutes les études portent sur des addictions à certaines substances. Et j'ai trouvé quelques informations intéressantes sur des addictions comportementales. La prévalence dans la vie de tout trouble psychiatrique dans un groupe de patients avec un trouble lié au pari, un trouble pathologique, est de 97%, c'est considérable. Alcool, 75%, drogue, 40%, trouble de la personnalité, plus de 60%. Donc chez ces personnes qui sont dépendantes au pari. Un trouble de l'humeur, environ 50%, et trouble de l'anxiété, plus de 40%. Alors, TDAH et consommation de substances. Tout d'abord, la prévalence de TDAH chez les patients adultes, si on traite, donc il y aura un problème d'addiction chez ces adultes. Si on travaille avec des patients qui ont une addiction, qui ont du TDAH et une addiction, on est à 23,1%. Alors continuons. Deuxième consultation, après la première consultation très longue de Madame X, et nous avons établi une ligne du temps, si vous voulez. Je voulais vous l'expliquer, on peut établir une ligne du temps pour voir ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, pour comprendre la situation. Et déjà, quand elle était jeune, elle n'était pas sûre d'elle, elle n'était pas très attachée à ses parents, elle se sentait seule. Plus tard, elle a compris que même si ses résultats scolaires étaient bons, elle éprouvait des difficultés à effectuer des tâches et elle était souvent en retard et qu'elle ne s'en sortait bien que sous pression. Après de nombreux échecs, elle est devenue de plus en plus anxieuse, elle a eu des attaques de panique, et elle avait même peur de la peur en elle-même. C'est un problème d'anxiété, donc. Ce n'est qu'alors qu'elle est arrivée à l'université, quand elle avait 18 ans, qu'elle a commencé à comprendre
qu'elle pouvait améliorer ses performances grâce à l'alcool et au café. Et là, elle a perdu le contrôle parce qu'elle elle suivait ses cours d'architecture. Elle les a suivis pendant 8 ans et ça n'allait pas. Donc elle s'est dit qu'il fallait réagir. Et cela m'amène à la question suivante, s'agit-il de la poule ou de l'œuf? Bon, nous verrons. Il y a plusieurs théories. La première, ce serait qu'il y ait une maladie mentale primaire avec addiction. Plusieurs théories. Pensez aux patients atteints de schizophrénie. Ce sont des symptômes négatifs. On ne peut pas sourire, on est assez rigide. On fume aussi, parce que cela adoucit les symptômes. D'ailleurs, c'est la même chose pour les traitements que l'on prescrit à ces personnes. Cela réduit les effets indésirables. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs qu'il y ait tant de schizophrènes qui fument. Ça permet d'adoucir leurs problèmes. Christophe en a parlé. Si on subit un trouble de la panique, il y aura peut-être plus d'impulsivité si on est sous l'influence de l'alcool et cela pourrait ensuite déboucher sur davantage de problèmes. Certains patients pourraient également développer d'autres addictions. Enfin, la prescription de médicaments addictifs pourrait déclencher l'addiction. Ah, ça, c'est une grande polémique avec les médicaments pour traiter le TDAH. Si je prescrit des stimulants à mes patients, eh bien, il se peut qu'ils développent une addiction. Certains éléments, certaines informations prouvent que ce n'est pas le cas. Mais si on ne traite pas le TDAH, le risque est de 60 à 70% que l'on développe d'autres problèmes plus tard. Il pourrait y avoir également des psychoses, encore parfois, de prescription de certains médicaments. Alors, ensuite, des symptômes psychiatriques. L'intoxication, par exemple. Quand on pense au LSD, on hallucine. C'est un symptôme psychiatrique, ça peut survenir. La consommation de substances peut identifier une maladie mentale sous-jacente. C'est important parce qu'aucune recherche ne montre que les substances ne peuvent causer des maladies mentales. Ça n'a pas été prouvé. Ce qu'il a été, en revanche, c'est que l'on est enclin à la psychose et que l'on consomme trop de cannabis, on peut déclencher le premier épisode. Ça a été prouvé. Bien entendu, la consommation de substances peut aggraver la maladie mentale existante. C'est vrai aussi. À mon sens, c'était une distinction assez importante à dresser. Ensuite, autre théorie, il se peut-être qu'il s'agit de deux troubles duaux qui n'ont rien à voir avec l'un avec l'autre. Une personne peut avoir un trouble de la personnalité et peut parier, tout comme toute personne peut développer une assuétude au pari. Il peut y avoir une étiologie commune aussi. Alors mon préféré, c'est avec le TDAH. L'assuétude et le TDAH, on remarque qu'il y a des facteurs génétiques sous-jacents. Les facteurs sociaux aussi. Dysfonctionnement familial, les troubles de la conduite. C'est vraiment un creuset. Chez vos patients, on peut retrouver plusieurs de ces raisons, une de ces raisons ou aucune de ces raisons. Pensez-y comme des indications quand vous pensez à ce mystère de l'œuf ou de la poule. Les personnes présentant des troubles développent des addictions comme les autres personnes. Et pour les mêmes raisons, pour expérimenter, pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour être plus performant aussi. Et soulignons aussi que le calendrier est très important. Il faut vraiment établir ce calendrier. Revenons-en au TDAH. Je trouve que ce transparent est très très intéressant. Ça vous donne une idée de ce qu'est le TDAH. Alors,
pourquoi les personnes souffrant de TDAH développent une assuétude. À cause de la dépression, de l'anxiété, de troubles post-traumatiques, de problèmes de sommeil, le risque génétique aussi, un comportement de recherche de la nouveauté qui pourrait prédisposer un individu, l'impulsivité aussi, un trouble d'agressivité. On le retrouve plus souvent chez les personnes atteintes de TDAH. Le stress, le niveau de cortisol élevé. Les personnes souffrant de TDAH présentent un taux de cortisol plus élevé. Cela débouche sur un dysfonctionnement. Le taux de chômage plus élevé aussi chez ces personnes. L'adversité personnelle plus seule aussi. Des problèmes de relations. Cela peut déboucher sur de l'addiction ou des lésions cérébrales traumatiques multiples. De petites lésions, donc pas forcément une hémorragie, mais de petites lésions qui peuvent déboucher sur l'addiction. Alors revenons à Madame X. Elle aussi a été confrontée à l'échec, échec à l'école, à l'université, c'était terrible, 8 ans d'études pour rien. Et donc elle a réalisé un génogramme, Christophe l'a également abordé. Donc nous avons réalisé ce génogramme pour comprendre la situation familiale. Elle a alors compris, bien entendu je me suis concentré sur certaines personnes bien précises, elle a compris donc grâce à ce génogramme que le papa comportait des problèmes similaires, TDAH aussi, diagnostiqué à 67 ans. Il est devenu quelqu'un d'assez strict, il se fermait vraiment. La maman, quant à elle, était émotionnellement indisponible. Elle pleurait souvent, elle avait des sautes d'humeur. Et donc Madame X a appris très jeune à se défendre, à se battre pour elle-même. Et ça allait l'aider dans la vie parce que, bien entendu, elle n'a pas reçu les conseils médicaux ad hoc. Elle a également connu l'échec scolaire, etc. Voyons voir donc ce qui pourrait se passer si l'on ne traite pas ces troubles doubles. Bien entendu, il y a une incidence négative sur le traitement, sinon on n'en parlerait pas. Que se passe-t-il? L'addiction prédit les pires résultats de maladies mentales et vice-versa. C'est un dilemme. Ça se passe dans 60 à 80% des cas dans nos centres de traitement et cela prédit des résultats plus graves. Non-réaction, mauvaise réaction à un traitement régulier, non-conformité plus fréquente, hospitalisation accrue, coût de santé plus élevé donc, et taux de suicide plus élevé dans ce groupe. Effet négatif sur le fonctionnement psychosocial. J'entends par là un taux de sans-abrisme plus élevé, de chômage plus élevé, plus de problèmes de famille, plus de problèmes juridiques, plus souvent arrêtés, plus souvent emprisonnés, des problèmes médicaux, taux de VIH plus élevé, pareil pour l'hépatite et les MST, taux de mortalité plus élevé. Les services de santé qui leur sont dispensés sont de qualité médiocre. On peut en parler ici, mais bon, on ne peut pas dire la même chose partout. Plus de stigmatisation dans le secteur des soins de santé. On a tous entendu parler de cette histoire. Ah là là, cette personne a des problèmes mentaux, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On ne va pas pouvoir traiter cette personne. On abandonne donc. C'est ça le problème. Le personnel est également moins qualifié et il y a moins d'installations de traitement pour ces personnes pour bien appréhender la complexité des troubles. Il y a plus de problèmes pour obtenir des soins, pour obtenir des traitements, pour toutes les raisons évoquées. Revenons à Madame X. Donc, après avoir réalisé une évaluation psychiatrique et un dépistage pour des comorbidités fréquentes, nous avons posé un diagnostic type combiné de TDAH, troubles de consommation d'alcool, problèmes dans la famille et troubles d'attachement. Ce qui est donc ces symptômes de panique, d'anxiété,
de désespoir, d'idées suicidaires pouvaient être liées au TDAH. Donc on a retenu un peu notre diagnostic et on a décidé de se concentrer sur notre idée de base pour voir ce qu'il allait advenir. Et donc, comment mettre ensemble, comment réaliser ce puzzle. Nous nous sommes penchés sur tout ce qui s'est passé dans toutes les phases de sa vie. Nous sommes penchés sur les antécédents. Il est toujours bon de demander aux parents comment la personne était pendant son enfance, comment s'est passée la grossesse aussi. On peut vraiment revenir aussi loin pour en savoir le plus possible. Les facteurs de qualité de vie dans tous les domaines de la vie, c'est très important. Alors, les instruments de dépistage que nous utilisons chez nous, je vais vous expliquer comment nous mettons en place toutes les pièces du puzzle. Ces instruments sont très utiles. Ils vous indiquent la direction, mais ne les utilisez pas pour diagnostiquer, ils ne sont pas faits pour ça. Alors, antécédents d'addiction, historique de l'addiction plutôt. Il faut donc se pencher sur l'addiction aux substances et les autres addictions. Posez des questions. Si vous ne demandez pas à la personne si elle est dépendante à la pornographie, elle ne vous le dira pas. L'historique psychiatrique aussi, l'historique médical. Posez des questions sur les MST. Personne ne veut en parler comme ça, de prime abord. Mais si on pose la question, normalement, on répondra. Alors, historique traumatique, physique, émotionnel. Généralement, on pense aux grands traumatismes, mais il ne faut pas penser qu'à ces grands traumatismes, il faut penser aussi aux plus petites choses, ce qui s'est passé à l'école. N'hésitez pas à poser des questions. Les problèmes psychologiques aussi, l'estime de soi, bien souvent on n'y pense pas toujours. Et cela vous permet de peindre, de brosser le tableau général pour mettre en place une stratégie de traitement. Je vais vous montrer maintenant quelques tableaux. Voici le premier, le modèle biopsychosocial. Bon, n'oublions pas non plus la religion, la culture, etc. etc. Moi, j'utilise le modèle biopsychosocial. Ce sont certains éléments qui reviennent habituellement. Les prédispositions génétiques, développement physique, l'intelligence, le tempérament, la comorbidité, la personnalité. Lors de cette évaluation, on se penche sur cette personnalité. Les stratégies d'adaptation, l'historique de traumatisme, l'attachement, les relations avec les autres. Le patient a-t-il des amis? Comment interagit-il avec les autres? Ce matin, j'ai rencontré des personnes issues de 6 pays différents. Et n'oubliez pas que chacun a des affinités différentes. L'ethnie, par exemple, l'influence ethnique est importante, l'immigration, les problèmes socio-économiques, la culture, la religion. En fait, moi, je dessine ce tableau pour chaque patient et on le remplit ensemble pour se faire une idée plus précise de la situation. Ensuite, on peut aussi utiliser la méthode dynamique. Établir une liste de tous les problèmes, des diagnostics. On peut y placer des diagnostics. Imaginez donc que pour Madame X, ce ne sera pas possible de faire ça lors de la première séance parce que la liste serait énorme. Il faut raccourcir, il faut se concentrer sur certains problèmes plus gros. TDAH, problèmes d'alcool, de famille. Ce sont les 3 problèmes principaux au départ. Ensuite, les facteurs de prédisposition. Pourquoi suis-je vulnérable au développement d'une assuétude? Pourquoi suis-je vulnérable? Est-ce génétique? Est-ce l'environnement familial? Ai-je été adopté? Etc. etc. Ensuite, qu'est-ce qui fait que vous allez consulter un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute? Qu'est-ce qui a déclenché l'épisode le plus récent? C'est une question importante. Ensuite, il faut se pencher sur les facteurs qui perpétuent la situation. Pourquoi une personne rechute? Pourquoi elle ne se rétablit pas?
Et c'est peut-être différent des facteurs déclencheurs. Parfois, ils sont similaires, mais il faut le savoir. Enfin, il faut évoquer les facteurs protectifs. C'est plus positif, il n'y a pas que du négatif. Qu'est-ce qui me permet de continuer à avancer? Qu'est-ce qui me renforce? On peut utiliser le génogramme pour y parvenir. On peut donc utiliser le génogramme, les antécédents familiaux aussi. Il est important pour le patient de voir ça sur papier. C'est important. Ça dédramatise. On donne de l'espoir comme ça. Il ne faut certainement pas oublier qu'il faut donner de l'espoir aux patients. Sinon, pourquoi? À quoi bon? Ça leur permet de se protéger aussi. Donc voilà, on a un tableau bien précis et tous les patients sont différents. Donc vous avez entendu, je vous ai dit qu'il fallait traiter tous les patients. Comment s'y prendre donc? Tableau très intéressant, tout en bas, maladie mentale, pas sévère à très sévère, et ensuite les addictions, pas sévères à très sévères. A, maladie mentale sévère, mais pas de grosses addictions. Schizophrénie, l'addiction à la cigarette par exemple, un paquet par jour. Le B, ça c'est complètement différent, l'addiction est très grave. Pensez à un héroïnomane, et une personne endeuillée aussi. Donc le problème mental est plus modéré, l'addiction est plus grave. Et le C, là, c'est sévère dans les deux cas. Donc on remarque bien entendu que chaque patient est unique et requiert une stratégie différente. Ensuite, les modèles de traitement. Quels sont-ils? Le premier, que l'on a tous abordé à l'école, pour les psychiatres en tout cas, on traite d'abord l'abus de substances, ensuite le trouble d'humeur, l'anxiété, et ensuite TDAH. Bon, d'ailleurs, quand j'ai été formé, TDAH, ça n'existait pas, c'était des problèmes d'enfance. Et enfin, si vous êtes une star, vous pourriez traiter aussi la consommation de nicotine. Pour les enfants, généralement, on commence par traiter le TDAH. On ne parle pas de troubles de l'humeur, d'anxiété, on ne parle pas d'addiction chez les enfants. Et je suis très heureux que l'on va en parler d'ailleurs cet après-midi. J'ai parlé d'ailleurs de l'addiction en Afrique du Sud, et les gens étaient choqués d'entendre l'âge auquel on commençait à développer des assuétudes en Europe. Et je leur ai dit que c'était sans doute la même chose en Afrique du Sud, parce qu'ils n'étaient pas vraiment différents de nous. Alors tous ces troubles peuvent être associés, et on remarque que dans 1 à 3% des cas, il y avait une rémission dans l'année. Le mieux est de tout traiter ensemble et de ne pas donc séparer les troubles. Mon transparent n'est pas complètement correct. Il faut ici traiter l'addiction, le trouble mental, dans le même temps. 2 moyens pour y parvenir. Généralement, il y a des équipes séparées, une équipe psychiatrique, une équipe addiction. Le résultat, 10%, si j'ai bon souvenir. Ensuite, ce qui marche mieux, aux alentours de 26%, c'est le traitement intégré de troubles doubles. Même équipe, même endroit, au même lieu, on fait tout en même temps. Ça, c'est le plus efficace. Mais où va-t-on trouver une équipe capable de prodiguer ce traitement? Ça, c'est la clé. Il faut mettre en place une telle équipe pour pouvoir dispenser un tel traitement. C'est une équipe donc multidisciplinaire. Plus il y a de disciplines, plus le résultat sera favorable. Ensuite, Christophe en a également parlé, le cycle du changement. Je suis certain que vous en avez déjà tous entendu parler. Si l'on travaille avec ces étapes de changement, il peut y avoir la pré-contemplation, la contemplation du traitement, ensuite on passe à la préparation.
Il faut parler aux patients, comme Christophe l'a souligné. Au moment où ils sont, il faut les motiver de passer à l'étape suivante. On ne peut pas s'attendre à quelqu'un qui est dans la phase de contemplation de passer directement à l'abstinence. C'est une catastrophe sinon. On ne reviendrait pas, la personne dira mon psychiatre est complètement fou, c'est pas possible pour moi. Ça ne marche pas. Il y a divers moyens d'y parvenir, intervention de motivation, lors d'entretien, la méthode de RISE aussi. On utilise la famille pour encourager le patient, des groupes de conseil, groupe de traitement de groupe, participation de la famille. Et ici, on peut tous se regrouper dans l'ICAD et ça pour moi c'est très important parce que pour le multidisciplinaire c'est important. Traitement pharmacologique aussi, on a des spécialistes qui peuvent nous aider. On n'est pas tous spécialisés dans tous les domaines et c'est pourquoi il faut s'entraider. Donc participation à des groupes de lutte contre l'alcoolisme, traitement pharmacologique, intervention secondaire pour le traitement des personnes qui ne répondent pas à la stratégie. C'est très important. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Comment nous y prenons-nous, chez Triora? Nous avons une approche par étapes. Elle est intégrée après la détoxication effectuée par une autre entreprise. Nous soumettons un questionnaire, on consulte un médecin, on consulte des conseillers, on intègre la personne dans le programme et la première semaine, on évalue le patient. Pas nécessaire de le faire en 1 heure. Je sais bien qu'on est formé à le faire en 1 heure, mais on passe par plusieurs séances pour en savoir davantage sur le patient. Et le plan ne doit pas être déterminé lors du premier jour. On peut changer en cours de route. Neil a réalisé une interview d'ailleurs pour changer le planning avec un patient. Ensuite, on entame le traitement du trouble de consommation d'une substance, de l'addiction. Et si le patient souffre de TDAH, on commence le traitement lors de la 2e semaine, à la fin de la 2e semaine. Donc ça, ce sont les premières étapes. On le fait également participer au groupe TDAH, un groupe de psychoéducation, un groupe où l'on se soutient les uns les autres. Et ce groupe travaille tout au long du traitement. Groupe TDAH, ensuite on se penche sur le reste. Y a-t-il aussi une comorbidité, une dépression? Parce qu'on ne sait pas toujours tout sur le patient. Des suivis hebdomadaires avec une liste de vérification pour voir si des améliorations ont été enregistrées dans le temps. Et heureusement, pour le TDAH, c'est le bon point, c'est qu'on en voit les résultats assez rapidement. Madame X, après 6 semaines de traitement pour l'addiction et le TDAH, elle se concentrait mieux, elle se reposait. Le groupe lui a d'ailleurs dit qu'elle était bien plus calme et que l'on appréciait travailler avec elle. Elle a participé à des réunions en 12 étapes et aussi au groupe de soutien TDAH. À l'université, elle a été capable de se concentrer sur son travail, sur ses études. Elle n'a plus souffert d'attaques d'anxiété, de panique. On n'a rien fait pour traiter ça. Elles ont disparu tout simplement. Toutes les pensées borderline ont disparu. Elle n'avait plus d'idées suicidaires. Elle voulait vivre. Elle avait retrouvé goût à la vie. Donc il faut éviter de diagnostiquer un trouble de la personnalité directement parce qu'on pourrait se tromper. Quand on souffre d'une addiction, on n'est pas au meilleur de sa forme. Donc il faut éviter de pathologiser, si vous voulez. Alors, elle pensait à l'avenir et elle a rétabli des relations avec son entourage. Alors, les résultats, les taux de rémission sont plus élevés, symptômes psychiatriques réduits, admission moins fréquente, plus courte, donc c'est moins coûteux, recours réduit aux ressources,
fonctionnement professionnel amélioré, moins d'arrestations, moins de violences, moins de victimisation. Donc ça s'améliore pour les patients. De manière générale, le bien-être physique s'améliore, de meilleures relations avec la famille et les autres, et une satisfaction de vie considérablement accrue. Qu'est-ce qui a aidé les patients? C'est assez intéressant parce qu'il y a deux articles, deux facteurs plutôt très importants, un logement stable, un soutien d'un réseau sobre de la famille, des activités utiles, régulières, aller au travail, aider les autres, une relation de confiance aussi avec le clinicien, c'est très important. Ce sont 4 facteurs cruciaux qui sont ressortis d'une recherche de 2000. Ensuite, une équipe belge a publié dans un article en juillet de cette année ceci. Selon les patients, ce qui les aidait à se rétablir, c'est d'être soutenus par les autres et de pouvoir participer à la vie en communauté. Ensuite, ils pouvaient partager la prise de décision lors d'un traitement individualisé. Je ne sais pas comment vous travaillez, mais j'ai déjà vu dans certains centres que l'on disait aux patients « il faut faire ceci et cela ». C'est comme ça. Ça n'aide pas vraiment le patient. Ensuite, il faut croire en soi, c'est important. Il faut promouvoir des sentiments d'espoir, il faut retrouver l'appropriation de sa vie, renouer avec la spiritualité. Enfin, donner un sens à sa vie, effectuer des activités utiles, qui donnent de la structure à la vie et qui donnent la motivation d'aller de l'avant. Donc c'est de l'espoir, encore une fois. Enfin, et j'en arrive à ma conclusion, les problèmes communs surviennent ensemble. Donc ça, c'est vraiment habituel. Il ne faut pas le manquer. Il ne faut pas manquer l'éléphant dans la pièce. Si l'on pose la question, on y répondra. Le diagnostic est un art complexe, mais pas impossible. Si vous avez une stratégie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a différentes approches pour diagnostiquer. C'est possible d'y parvenir. N'oubliez pas le calendrier, la biographie, la formulation. Le traitement intégré fournit les meilleurs résultats et outre le traitement médico et psychiatrique, psychologique, n'oublions pas la spiritualité, les relations, le sens que l'on donne à la vie. Les groupes de soutien sont très utiles, les parrains aussi, ça peut être utile. Effectuer des activités sensées, c'est important. Impliquer la famille et les réseaux, c'est important. Il y a parfois des troubles dans la famille, parce que cela survient dans la famille. Et donc, sans la famille, les résultats sont moins bons. Et il faut permettre aux patients de comprendre leur histoire, ce qui leur est arrivé. Et ce tableau que je vous ai montré tout à l'heure est très utile pour qu'ils puissent comprendre ce qui leur arrive. Le génogramme et le tableau avec les facteurs sociaux, ces 3 pages permettent souvent aux patients de mieux comprendre qui ils sont, d'où ils viennent. Et cela leur donne de la confiance, voilà, et de l'espoir surtout. J'en conclurai là-dessus, et je pense que l'on a encore un peu de temps pour des questions, si vous en avez, des commentaires. Si vous avez quelque chose à nous enseigner, expliquez-nous ce que vous faites. Voilà. Des questions? Des commentaires? Tout le monde a faim ou bien tout le monde va aller déjeuner? Yes. Thank you. That was a very well put together. Très bien, merci. Oui, c'était une présentation très bien ficelée. C'est un plaisir de voir que vous insufflez beaucoup d'espoir à vos patients. Ma question était, vous parlez du TDAH et de la comorbidité. Est-ce que parfois vous vous rendez compte aussi qu'il peut y avoir un TDAH oui. Oui, et des talents en fait. Oui, c'était le cas de cette dame. Elle était particulièrement douée et c'était un facteur que l'on a pris en compte parce qu'elle était très intelligente, effectivement. Elle ne faisait pas d'examen puisque finalement elle savait que finalement si elle réalise un examen, le lendemain il allait en avoir d'autres, etc. Ce qui provoquait de la panique. Oui, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions?
Les transparents seront disponibles, hein. Vous pourrez en avoir une copie si vous voulez le faire. Il y a aussi mon adresse mail. Est-ce que l'on va peut-être faire une pause ou vous avez une question? Donc je vais faire la traduction. Je vais poser ma question en anglais. Alors, je ne vais pas trop entrer dans les détails du TDAH, mais est-ce que vous voyez des différences entre l'hypervigilance, le TDAH, l'ADD? Puisqu'il y a, en fait, on parle en général de l'hyperactivité, mais moi, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui, avaient une énorme hypervigilance qui était souvent liée à des expériences très stressantes pendant l'enfance. Et est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire, des commentaires sur les sous-groupes, je dirais, de ces troubles de l'attention? Alors, c'est un diagramme, il existe un diagramme assez intéressant qui s'appelle le TDAH et ses amis, entre guillemets. Ce sont un petit peu les chevauchements, les points communs qu'on voit qui se retrouvent ici. On étudie les groupes de symptômes. Eh bien, l'impulsivité est aussi, des troubles de la conduite sont aussi des symptômes donc, du TDAH. Donc, il faut vraiment analyser ces groupes, ces sous-groupes de symptômes. Et en fait, ensuite, il s'agit de rassembler toutes ces différentes pièces du puzzle en analysant la biographie de la personne pour comprendre ce qui s'est passé et quand et quelle influence ça a eu sur leur vie. Et ensuite, cela vous permet vraiment de regrouper ces différents éléments. Parfois, on n'en arrive pas là puisqu'on ne connaît pas suffisamment l'histoire de la personne. Et là, effectivement, ce sont les patients les plus difficiles à traiter. C'est là qu'on a le plus de difficultés et qu'on se heurte à des barrières. Je pense qu'il n'existe pas vraiment d'outils de diagnostic que l'on puisse utiliser. Ça vient aussi avec l'expérience, évidemment. Et parfois, il faut tout simplement réaliser 2 ou 3 rendez-vous supplémentaires, entretiens supplémentaires avec la personne pour mieux comprendre qui il ou elle est et avoir une vision plus concrète. Je ne sais pas quelle recherche a été réalisée dans ce domaine. Il y a aussi une discussion en cours. Certains spécialistes disent que si une personne est un petit peu hyperactive et impulsive et qu'elle a une addiction, il faut la traiter avec des stimulants et que ça ira. Pas besoin de... honnêtement, moi, je ne recommanderais pas ça du tout. Non, je pense qu'il faut poser un diagnostic précis. Il faut savoir vraiment ce que l'on fait et ce que l'on traite. Surtout puisqu'il existe quand même des risques si l'on traite quelque chose qu'on ne connaît pas. Si on ne sait pas ce que sont les choses, on ne peut pas les traiter. Forcément. Il faut savoir à quoi on fait référence ici. Oui, c'est complexe. Merci beaucoup pour votre présentation. Philippe Cavaros, un psychologue auprès d'un groupe de femmes. Je coordonne le programme français. Qu'en est-il des médicaments? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec le TDAH, avec les personnes qui souffrent de TDAH? Est-ce que vous pouvez peut-être élaborer un petit peu là-dessus? Alors, il y a différentes choses. Comme je l'ai dit, le groupe TDAH, pour nous, est très utile. Et en fait, on fait beaucoup de psychoéducation, entre guillemets. On apprend aux parents à se structurer de différentes façons. Par exemple, avoir une structure au long de la journée, utiliser des choses, avoir recours au yoga, à la méditation, tout ce genre de choses qu'on leur enseigne dans ces groupes. Et aussi le soutien d'autres personnes qui pourront leur dire, voilà, moi, ça fonctionne pour moi, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Si on regarde un petit peu les lignes directrices qui existent, les orientations de traitement du TDAH, oui, il y a une médication, mais certaines personnes refusent des traitements, elles refusent de prendre des médicaments. Et on implique aussi la famille, ça c'est très important, puisque s'il y a plus de compréhension au sein de la famille, on se rend compte que il y aura un meilleur soutien. Même l'employeur, parfois, qui est impliqué, ça permet d'établir une structure et ça permet justement de mieux soutenir le patient.
Comme cette Madame X, par exemple, elle dormait énormément, elle était hyperactive, mais à 6 heures du soir, elle était déjà complètement épuisée puisqu'elle avait eu tellement d'impulsions, tellement de... oui, qu'elle était épuisée en fin de journée. Et ça paraissait incroyable pour les personnes. Et quand on leur explique que non, ce n'est pas de la paresse, elle a tout simplement besoin de plus dormir parce que pendant la journée, c'est beaucoup plus intense pour elle, eh bien, c'est important d'expliquer. Voilà, je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres astuces à partager. J'aimerais juste ajouter quelque chose là-dessus, puisque parfois, dans le cas du TDAH, eh bien, il y a aussi des problèmes de coordination. Lorsque la personne est épuisée, exténuée, par exemple, eh bien, il pourrait se trouver qu'elle a des problèmes d'intégration sensibles et qu'elle apprécie peut-être certains types de stimulation. Donc, pour poser le diagnostic du TDAH, il pourrait aussi y avoir un thérapeute spécialiste comportemental, justement, qui bien mettrait plus le doigt sur cette hypervigilance et d'autres éléments. Ça pourrait être utile. Et je me demandais aussi si, dans le cas de l'hypervigilance, est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine honte qui entre en jeu? Je dois être un petit peu hyper vigilant, finalement, pour m'assurer et voir ce que les gens pensent de moi. Et le fait d'aider là-dessus, d'aider avec cette hypervigilance, pourrait peut-être permettre de réduire certains des symptômes. Oui, tout à fait. La honte est un facteur très intéressant. Vous en avez parlé. Ça fonctionne de différentes façons. On a la honte d'être un addict, déjà, d'avoir une addiction. Voilà, ça c'est déjà un sujet dont on doit parler. Et avec le TDAH, il y a une double honte, puisque eh bien, vous avez le sentiment que vous êtes stupide, que vous êtes méchant, que vous êtes impossible et les personnes ne savent comment me gérer. Je suis le vilain petit canard, etc. Donc il y a la honte et il y a aussi effectivement une partie de cette hypervigilance et ça peut bien évidemment s'escalader. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et dans la thérapie individuelle, on parle énormément du facteur honte. J'ai une autre question. Ce que vous avez présenté ici, c'est un modèle résidentiel surtout. Comment est-ce que vous envisagez les choses lorsque malheureusement bien, un séjour en résidence n'est pas possible ou n'est pas abordable d'un point de vue financier? Est-ce que dans des programmes journaliers, ce serait possible avec quelques sessions? Est-ce que vous pensez que c'est possible ou ce serait impossible? Alors, il ne faut jamais dire jamais, je pense. Nous aussi, nous avons un programme pour les patients qui ne sont pas internés, qui ne sont pas en résidence. Je pense que si l'on veut traiter une personne dans ce contexte-là, il faut beaucoup s'appuyer sur la famille et les collègues, encore plus. Et il faut à nouveau impliquer le réseau, beaucoup plus. Et bien évidemment, ça dépend du degré de sévérité, mais je pense que on peut aussi, eh bien, s'appuyer là-dessus. Si un patient a un léger TDAH ou d'autres addictions plutôt légères, il n'y a pas de risque, mais on est plutôt critique quand le patient, eh bien, quand c'est la seule option, évidemment. On est plutôt critique lorsque, effectivement, une personne qui est traitée de cette façon serait beaucoup mieux en résidentiel. Mais je pense que c'est tout à fait possible. La plupart des personnes, d'ailleurs, qui souffrent de TDAH ont un traitement en dehors des résidences. Et pour une addiction aussi, je pense qu'on peut traiter un patient de cette façon. Ce n'est pas un problème. D'autres questions? Des commentaires? Oui, un commentaire ici. Bonjour, Angela Rhein. Je suis psychothérapeute avec une carrière dans la pédagogie et l'éducation. Je n'ai pas de recherche pour appuyer mon commentaire, mais je me demandais s'il y avait un changement pour les étudiants qui étudient le TDAH. On se rend compte que les personnes qui sont soignées pour un TDAH, au cours de la première année, en général, on voit de bons résultats, mais après, eh bien, les choses n'évoluent pas forcément positivement. Oui, la première année, peut-être les 2 premières années, en général, on se rend compte que le traitement n'est plus efficace. Ça, c'est, voilà, pour
Alors, je n'ai jamais lu de recherche précise là-dessus. Les médicaments ont un petit peu changé. Il n'y a pas de nouvelles molécules. Ça reste un petit peu la même chose. Il y a la tamoxétine qui serait peut-être la nouvelle molécule, qui est non addictive. Mais la formulation de la molécule ou les cellules même sont un petit peu différentes. Et c'est vrai qu'il y a parfois, en fonction de cette formulation, un effet un peu plus long qui peut mieux fonctionner. Et dans les orientations qui sont données à présent, eh bien, vous savez que le TDAH était considéré comme un trouble des enfants. Et je pense que jusqu'à 2010 même, oui, c'était le cas. Maintenant, on sait que ça concerne aussi les adultes. Et donc, forcément, le traitement a évolué. En général, les périodes de vacances sans médicaments qui étaient recommandées n'étaient pas suffisamment précises, puisqu'on se rend compte qu'on apprend à travers l'interaction sociale et une personne doit toujours prendre son traitement, ce médicament. Donc, je pense que les molécules ne sont pas différentes. Vraiment, il n'y a rien de nouveau. Je pense qu'il n'y a rien eu de nouveau au cours des 15 dernières années. La tamoxétine, oui, à 12 ans maintenant. Mais je pense que c'était la dernière molécule. Donc, tout dépend vraiment, je pense, de la façon dont on traite les patients, qui pourra durer plus ou moins longtemps. Et c'est vrai que vous mentionnez un point important. Je pense qu'il ne faut pas traiter ad vitam aeternam. Non. Il faut toujours réévaluer les patients tous les 6 mois, les patients atteints de TDAH. Et si le patient se sent capable d'arrêter, on peut essayer pendant 1 semaine. Je pense que c'est une bonne période d'interruption. On peut arrêter le traitement pendant 1, 2 semaines. On voit ce qui se passe, voir comment il réagit. Et peut-être bien que tout ce sera fini, qu'il n'y aura plus d'obstacles considérables et que le patient pourra avancer. Et on se rend compte que les personnes, arrivent finalement, dans la plupart des cas, à s'en sortir. Oui, souvent on dit que la médication en elle-même n'est pas suffisante, il faut avoir un support. Et c'est peut-être là que se trouve le problème, justement, avec les données que j'avais mentionnées. Oui, probablement. Merci. Il nous reste 5 minutes. Désolée, je prends ton rôle. C'est moi qui fais l'animateur. Y a-t-il des commentaires, des questions? Bien, ça ne semble pas être le cas. Autre chose? Est-ce qu'on va peut-être déjeuner? Oui, je pense que c'est l'heure d'aller déjeuner. Merci à tous.